présidentielle, mais un sympathisant socialiste sur deux, lui, a voté pour Emmanuel Macron. Et on voit bien qu'aujourd'hui, si les sympathisants de la gauche, si je puis dire, à n'en pas douter, placent Jean-Luc Mélenchon vraiment sur un piédestal et considèrent qu'il est le leader légitime et évident pour la suite, toute une partie des sympathisants PS et même une large majorité nous disent on ne veut pas de lui. Et donc on voit bien qu'il aura une difficulté à rassembler plus largement que son socle électoral pour franchir un cap qui serait celui d'une victoire. Même si, effectivement, rassemblement, vous allez répondre, Daniel Simonet. Encore un mot, Marc Landré, pour l'Élysée, est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous le savez, Jean-Luc Mélenchon, bien c'est l'adversaire idéal. C'est, pardonnez-moi du terme, pour Emmanuel Macron, l'épouvantail utile. C'est presque l'opposant rêvé. Oui, il est clivant, il est toujours contre. Quel que soit l'exécutif en place, que l'exécutif soit de gauche, il est contre, que l'exécutif soit de droite, il est contre, que l'exécutif soit Emmanuel Macron, il est contre. Donc effectivement, c'est un opposant rêvé. Et c'est d'autant plus un opposant rêvé que les politiques qui sont mises en avant, notamment par Emmanuel Macron aujourd'hui, que ce soit la réforme des ordonnances ou celle à venir, on sait très bien que quoi qu'on dise, il sera contre. Donc, et comme effectivement vous le disiez, il n'y a personne à côté, il n'y a personne au PS, il n'y a personne au centre, et qu'à droite, ils sont eux aussi embourbés dans d'autres considérations, dans d'autres problèmes. Voilà, ils sont plus préoccupés par leur nombril de l'élection à la tête des Républicains que par le sort de la France. Il est tout seul. En vérité, il est tout seul sur le piédestal face à Emmanuel Macron, qui en est bien content. Maintenant, je suis désolé, une fois de plus, n'en déplaise à ma voisine, Jean-Luc Mélenchon n'a fait que 19% à la présidentielle. C'est un excellent Elle va vous bloquer, attention. Mais il n'a fait que 19%. Le monde ne tourne pas autour de Jean-Luc Mélenchon. Si, nous progressons. Mais c'est sur des voudrais réagir par rapport oui. à une chose que vous avez dit, qui me semble intéressante, parce que vous avez dit finalement, il est toujours contre qu'on ait un gouvernement de gauche ou un gouvernement de droite. Mais en fait, en vérité, qu'on ait un gouvernement qui se dit de gauche, sous Hollande, ou un gouvernement qui se dit Macron ni de gauche ni de droite, on a toujours en fait la même politique néolibérale. Bon, donc la question elle n'est plus droite-gauche parce que les citoyens et les citoyennes finalement à travers ces mots ne perçoivent plus de différence puisque la politique qui a été menée au nom de la gauche que vous reprenez a décrédibilisé le terme de gauche. Comme Emmanuel Macron, vous ne reconnaissez plus le clivage gauche-droite, vous reconnaissez un clivage libéralisme, antilibéralisme. Non, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Le problème c'est que ceux qui se disaient hier de gauche ont appliqué une politique néolibérale qui est finalement la même que celle qui est suivie par M. Macron à vitesse grand V. Donc, le mot même de gauche a été décrédibilisé par ceux qui s'en sont réclamés et qui en ont fait l'inverse. Et donc, vos sondages, s'ils découpent les électeurs en fonction de tranches de saucisson qui se projettent dans l'électorat socialiste, ce genre de choses, ce sont des catégories de population. Non, ça n'est plus valable. Non, mais ça n'est plus valable aujourd'hui. Parce que ces grilles de lecture-là ne correspondent plus à la réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, les électeurs et les électrices ne s'identifient plus à travers ces vieux partis politiques. Mais précisément, il y a effectivement une confusion idéologique. Totalement différente. Ce qui est intéressant. Quelle confusion idéologique? Ce que nous faisons, en fait, depuis la campagne présidentielle et législative, c'est que par un programme, l'avenir en commun, nous amenons la bataille politique. Aujourd'hui, quelle est l'urgence? Est-ce que c'est d'organiser le dumping social ou bien au contraire de faire une loi d'interdiction des licenciements boursiers? La question, c'est comment les mener. Encore une question. Oui. On va pas. Ça fait 2 jours qu'on fait l'exégèse d'une phrase. Je vais vous laisser quand même réagir à cette phrase parce qu'elle va participer quand même à peut-être cliver encore plus un électorat ou en tous les cas une partie des Français. La phrase sur les nazis, dans la même phrase que le gouvernement Câlin Juppé. Vous, au moment où vous l'entendez, vous ne tiquez pas, rien du tout. Non, pas du tout. Et c'est pour ça que vraiment on assiste là, de la part de Macron et des différents représentants de La République En Marche, et de tous ceux qui soutiennent cette politique-là, voilà, de tous ceux qui sont effrayés par ce qui est en train de se mettre en branle avec la France Insoumise et toutes les autres formes de contestation de la politique du gouvernement, c'est qu'ils disent jusqu'où ça va aller cette mobilisation. Donc ils ont organiser un buzz autour d'une phrase en faisant une manifestation de diversion. Parce que, objectivement, cette phrase n'est absolument pas choquante. Que dit M. Jean-Luc Mélenchon? Il répond à M. Macron qui dénigre la rue, après avoir insulté les électeurs et les électrices qui soutiennent, qui sont contre sa politique de feignant. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, attendez, quoi, la rue a toujours eu un rôle dans notre histoire importante. Pas de révolution française sans à un moment donné que le peuple prenne la rue.
tous nos grands acquis ont été liés à la rue. Je veux dire, 36, vous n'auriez pas vos congés payés s'il n'y avait pas eu la rue. Voilà, est-ce que c'est la rue qui a défait le nazisme? Alors, est-ce qu'à un moment donné, la rue a joué un rôle ou pas dans la résistance? Est-ce que si vous n'aviez pas eu à un moment donné des manifestations le 11 novembre 1940 des étudiants qui ont joué à un moment donné... Le problème, c'est que la rue... On va faire un cours de tir, mais vous ne reconnaissez aucune maladresse? À aucun moment dans la phrase de Jean-Luc Mélenchon, il n'y a de lien entre les nazis et M. Macron. Or, c'est le procès qui a été fait par tous ces dirigeants. Et là, c'est une malhonnêteté intellectuelle inacceptable et intolérable de leur part. Pour faire diversion et qu'on ne parle pas du cœur de la manifestation, et puis on va aller au-delà, de la politique de Macron. Non, mais je pense que la phrase, c'était une erreur, incontestablement. Je pense que même les gens chez la France Insoumise sont capables de se rendre compte que, historiquement, ça n'avait pas de sens. Maintenant, là où je vous rejoins, c'est qu'elle a été un peu surexploitée. Parce que je suis d'accord avec vous, Jean-Luc Mélenchon, quand on écoute la tirade en entier, ne compare pas Emmanuel Macron aux nazis. Après, ça ne retire rien à la bêtise de la phrase. Et je pense que c'est effectivement assez vexant pour lui, qui se veut, en général, juste dans l'analyse historique, qui avait même remis en cause Microsoft à cause de la représentation de la Révolution française qu'ils avaient fait dans Assassin's Creed. Ben, là, effectivement, il est lui-même pris la main dans le pot. Maintenant, c'est pas ça qui est le plus grave. C'est parce que vous avez l'air de croire que parce que vous êtes dans la rue, ça représenterait tous les gens qui pourraient y être. Mais non, il y a des tas de gens qui pourraient par ailleurs être dans la rue ou qui ne soutiennent pas Emmanuel Macron, qui pour autant ne se retrouvent pas dans votre manifestation. Donc à la limite, peu importe que vous ayez été 50 000 ou 150 000, vous voyez bien que c'est quand même très loin de 65 millions de Français. Et le problème aussi, c'est que la confusion idéologique dont je vous parlais tout à l'heure, effectivement, il y a un problème, personne n'est capable de tenir un discours critique sur le capitalisme, à part les discours traditionnels, à l'ancienne, même s'il y a de nouveaux secteurs de la société qui s'en saisissent à l'heure actuelle et qui vous dépassent, peut-être les Black Blocs ou d'autres, ou les Antifa, mais à l'heure actuelle, la droite et les libéraux sont incapables de parler, effectivement, de tenir un discours critique sur les excès d'un certain capitalisme financier. Oui, mais c'est profondément important dans la manière dont se structure le champ politique, parce qu'il y a des tas d'électeurs qui se sentent orphelins. Personne n'est capable de s'adresser à leur ressenti, parce que quand on disait tout à l'heure, il y a un Français sur deux qui est plus ou moins contre la réforme du travail, mais dans le même temps, pris dans le détail, ils ne sont pas vraiment contre, à part le barème des prud'hommes. C'est parce que justement, je pense qu'il y a une inquiétude, effectivement, sociale ou d'un nouveau monde plus dur, qui est diffuse, et personne en face qui est capable d'avoir une explication dans les enquêtes, pour dire voilà le nouveau monde dans lequel nous vivons, et voilà ce qu'on pourrait faire. Les explications que vous avez, c'était les mêmes qu'il y a 40 ans ou il y a 50 ans. Regardez notre programme et vous verrez que ce n'est pas les mêmes. Non, regardez notre programme. On vous répond et je vous donne la parole. C'est la même philosophie. J'allais dire simplement qu'effectivement, la dernière élection présidentielle nous a bien montré que les lignes et les clivages étaient en train de changer. Mais il y a une certitude, à mon sens, elle nous a aussi montré que les Français en avaient marre de la vieille manière de faire de la politique. Et justement, le fait de s'arrêter sur une petite phrase, de polémiquer après les ouragans sur qui est responsable, c'est typiquement ce que les Français ne veulent plus. Et je pense que voilà, pour eux, il y a un enjeu, il y a une perte de confiance dans les politiques, il y a une crise du résultat. Et donc, tant qu'il n'y aura pas de résultat, notamment sur le plan de l'économie, ils ne voudront rien avoir d'autre. Et voilà. Donc, la polémique, je ne veux pas donner tort aux raisons à qui que ce soit, mais je pense qu'elle est stérile et vaine. C'est intéressant. Donc, culture du résultat, des fruits concrets. Marc Landry, et justement, le gouvernement qui enchaîne vraiment à un rythme soutenu. Les annonces, les réformes. On va écouter le Premier ministre tout à l'heure qui a annoncé un plan d'investissement. On l'écoutera un peu plus tard. Quel est le prochain, selon vous, combat à venir? C'est le budget qui s'annonce compliqué. Ça va être une tâche ardue. Le budget ne fera pas descendre les gens dans la rue, à part quelques petites micro-mesures. Non, mais il fera parler l'opposition, peut-être au-delà de Jean-Luc Mélenchon. Oui, à droite comme à gauche, elle parlera de toute façon. Et encore, la droite est très embêtée parce que ce budget met en œuvre un certain nombre de préconisations qui étaient dans le programme de François Fillon, le programme libéral, ou du moins certaines mesures libérales. Donc ça va être compliqué pour elle de se positionner, même si elle sait bien qu'elle aura plus de chances de le faire sur les questions budgétaires et fiscales que sur les questions sociales. Le vrai combat, notamment qui va pouvoir mobiliser la rue ou qui pourra mobiliser les amis de Madame Simonet, toujours prompte à descendre dans la rue, voilà, c'est l'assurance chômage, les droits des chômeurs. Droits des chômeurs, donc l'assurance chômage. Sauf qu'Emmanuel Macron, il a prévu d'étendre ce droit à des gens qui n'en ont pas, qui ne l'avaient pas aujourd'hui, à savoir notamment les indépendants. Et ça, c'est toute la question sera de savoir si on va réduire les droits actuels de ceux qui sont au chômage et qui sont indemnisés pour pouvoir étendre ce droit à d'autres. Le chômage, la lutte contre le chômage, et l'un des arguments, en tous les cas des points qui a été développé aujourd'hui par le Premier ministre qu'on va écouter, c'est la formation, avec quand même plus d'1 million, c'est bien ça, de jeunes et 15 milliards qui sont consacrés à la formation. On écoute Édouard Philippe sur ce sujet. Deuxième priorité, nous voulons édifier une société de compétences. Cette société de compétences, elle passe en pratique par la transformation de l'université
Une société de compétences, c'est aussi une société qui investit dans la formation et les personnes pour favoriser le retour à l'emploi du plus grand nombre d'entre eux. À cet égard, nous allons former et accompagner vers l'emploi 1 million de chômeurs faiblement qualifiés et 1 million de jeunes décrocheurs. Voilà, on va conclure sur les pistes à venir, les réformes à venir. Quoi, Daniel Simonet? Vous voyez lui-même n'y croit pas. On voit bien qu'il n'y met aucune conviction. Il sait pertinemment que ça n'est pas sa politique en matière de formation qu'ils vont annoncer qui va en aucun cas agir dans la lutte contre le chômage. Aujourd'hui, on a à la fois un problème de très mauvaise répartition des richesses et on a un problème d'une politique... et de formation, vous le reconnaissez quand même. Mais on doit surtout faire au-delà de tous les clivages, une politique de relance pour se préoccuper des carnets de commandes des entreprises. Regardez le ton qu'il met lorsqu'il annonce ces mesures. Jean-Sébastien Ferjou, en tous les cas, le gouvernement mise. On verra s'il y a des résultats rapides, constatables pour les citoyens. C'est une nécessité aujourd'hui, compte tenu de l'impatience que l'on sent à la fois sur ce plateau et surtout pour les Français. Mais la formation professionnelle, oui, personne n'en doute, d'autant que ce sont plusieurs dizaines de milliards d'euros qu'on y consacre chaque année et que c'est un secteur où il y a un gaspillage monumental, épouvantable et justement bien des financements plus que douteux sur les organismes qui sont censés assurer la formation à l'heure actuelle. Maintenant, moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est le résultat des élections en Allemagne, parce qu'on peut parler des routiers, on peut parler des 150 000 personnes qui étaient à la République, mais il y a quelque chose de beaucoup plus important, c'est ce résultat-là, parce que le pari politique d'Emmanuel Macron, qui était de dire je fais des réformes structurelles pour essayer de convaincre les Allemands de mener une politique monétaire notamment plus accommodante et d'approfondir la zone euro, ce pari-là, malheureusement, il est en train de voler en éclats sur la réalité. Formidable transition, puisque c'est le thème de mon prochain débat justement, avec d'autres invités, mais vous aurez l'occasion de revenir sur ce sujet et d'autres. Et puis, à partir de 18h30, ce sera Enrico Letta, l'ancien Premier ministre italien, auteur de ce livre « Faire l'Europe dans un monde de brut ». Ce sera intéressant de connaître justement, au lendemain de ces élections allemande, son avis sur l'Europe et ce que peut faire le couple franco-allemand et aussi avec l'Italie. Restez avec nous sur CNews. Merci à vous à suivre. C'est un rappel de l'actualité.